Point where you thought Beyonce was trying to imitate you? Sound. Did you feel like a lot of people were biting off of it? Because when you came out, that was like a noisy record. But... Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. Et aujourd'hui, on va reparler d'une des chanteuses les plus prometteuses des années 2000. Elle s'appelle bien sûr Emery. C'était la favorite de beaucoup de gens. Elle est arrivée avec un physique charmeur. If you've been watching BET, it's touch. No. Un timbre de voix bien particulier. Une identité sonore. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Emery est passée de la future superstar de l'histoire de la pop R&B à youtubeuse lecture. Oui, je vous jure que c'est vrai, elle vient même d'ouvrir son propre compte Patreon. Donc elle est engagée, très passionnée dans cette nouvelle carrière-là, alors qu'à la base, elle était la rivale la plus sérieuse des plus grosses pop stars de la planète, à savoir Jennifer Lopez. Bien sûr, celle à laquelle elle est souvent comparée, celle dont certains vous diront qu'elle a volé son identité, à savoir Beyoncé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Emery disparaisse totalement de la planète musicale? Est-ce le père de Beyoncé qui a agi contre elle et qui l'a vissée vers le chemin de la gloire? Est-ce les tentacules de Jennifer Lopez qui ont fini par l'atteindre? Parce que son plus gros tube, même, le fameux One Thing, a créé la discorde. C'est ce qu'on va voir dans cette première vidéo parce qu'il y en aura deux sur Emery, sur cette chute qui est une des chutes les plus spectaculaires et douloureuses du game. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au Tipeee. Un de mes meilleurs amis a l'habitude de dire avec Emery, c'est comme si on avait pris une serpillière pleine de bons ingrédients. On l'a pressé. On a tout essoré. On a pris ce qu'on en a tiré. On s'est habillé avec et on a jeté la serpillière. Alors l'histoire d'Emery, c'est l'histoire d'une bataille, certes, mais d'abord d'une rencontre. Bien sûr, c'est une American baby, maman coréenne, papa américain. Elle grandit en écoutant toute la crème des années 70 et des années 80. C'est une fan de cette époque-là, mais en réalité, elle ne veut pas vraiment faire carrière dans la musique. Elle adore aussi lire et ses parents en fait la voient plutôt avocate, même s'ils l'amènent des fois dans les talent shows pour flex un peu et montrer que leur fille peut sortir des high notes. Carrière musicale pour Emery n'est pas réellement ce qu'ils envisagent, même si elle chante par-ci par-là. Et un jour, alors qu'elle habite à Washington, et c'est très important de le retenir, elle va tomber sur un producteur lui aussi originaire de cette ville. Tout de suite, il va y avoir un coup de foudre artistique. Le producteur vient d'avoir sa toute première chanson placée sur un album très connu, à savoir le magnifique Mary de Mary J. Blige. Il y fait son premier placement en compagnie de Chucky Thompson qui vient d'ailleurs de décéder, donc vraiment un hommage à lui parce que c'est un des plus gros producteurs du R&B hip-hop des années 90. Il a produit pour énormément de gens, y compris donc pour Mary J. Blige ou encore Faith Evans ou encore Notorious, et il vient de décéder, donc une grosse pensée pour lui. Ils vont donc travailler ensemble sur cette chanson et Rich Harrison de son côté va commencer à penser à la manière pour lui de s'introduire dans l'industrie du disque. Il était le petit poisson, il va vouloir devenir le requin et à l'époque la méthode pour devenir le requin c'est d'avoir son artiste qui va introduire son son parce que l'identité musicale sonore est très importante. C'est donc comme ça que Emery rencontre Rich Harrison et les deux se retrouvent vraiment parfaitement musicalement. Ils comprennent les mêmes choses, ils commencent à travailler sur l'album et quand l'album se termine, ils vont vers le label à savoir Columbia Records. Et maintenant que vous avez suivi les vidéos, nous sommes en 2001, qui est à la tête de la section urbaine de Columbia Records à l'époque? Oui, Matthew Knowles. Donc Rich et Emery arrivent, ils frappent à la porte de Matthew Knowles et lui disent: voici un album qu'on a, il est tout prêt, il a un son que personne ou très peu de personnes ont sur la scène, est-ce que ça vous intéresse? Matthew écoute l'album, plusieurs autres A&R de Columbia écoutent et ils se disent: putain, elle a quelque chose, en plus elle est jolie. Et cette identité sonore, ce son un peu vaporeux et très soulful, on la prend et pour l'introduire au public, on va commencer à la mettre sur certains featuring. Vous savez que c'est la méthode de l'époque, c'est-à-dire que très souvent, avant que le premier single n'arrive, on commence à te mettre des petits placements par-ci par-là pour que les gens voient ton visage. Ils impriment donc sur ce duo avec Nas. Sur cette autre chanson avec Grace Da. Et finalement là, ils vont balancer le fameux premier single Why Don't We Fall in Love.
Alors c'est un titre hip-hop soul rétro avec cette voix très sulfureuse, très mielleuse qui va tout de suite prendre. Elle va se retrouver 23e au Hot 100. Dans la prod, on peut reconnaître quelque chose sur lequel Mary J. Blige aurait pu poser, mais la manière dont elle amène la chanson, sa manière de placer ses harmonies lui appartiennent totalement. Elle commence à se faire repérer par le game. Il va y avoir un second single qui est une de mes préférées, Talking to Me. Et là, l'un des masterpieces, et je dis bien masterpiece pour moi, du R&B des années 2000 va sortir, à savoir All I Have de Emery. Je l'ai en toutes les coupures, à savoir CD, trucs, vinyle, bref. Parce que cet album, bien qu'il y ait beaucoup de très bons albums dans les années 2000, en fait, je suis pas en train de vous dire ici que c'est le meilleur. Je dis que ça fait partie pour moi des masterpieces de cette période-là, parce que le son est parfaitement mêlé et qu'il y a énormément d'influence dans cet album. C'est-à-dire que vous retrouvez un peu de Janet, un peu d'Aaliyah, un peu de Mary J. Blige, mais c'est tellement bien huilé, avec une production tellement bien ciselée pour elle et tellement bien pensée dans une autre époque que ça ne ressemble à rien d'autre. Et c'est ce qui va faire la force de cet album, parce qu'au début même, au niveau de l'image, ils ne sont pas encore sûrs. C'est-à-dire que les premières prestations ressemblent un peu à Aaliyah. Mais très rapidement et assez bizarrement d'ailleurs, elle va adopter son propre style visuel, d'ailleurs très simple, mais on va tout de suite repérer cette nouvelle chanteuse R&B avec des arrangements vocaux bien particuliers et cette structure sonore qui rappelle beaucoup le son de Washington DC. Ce petit truc gogo très influencé sous le rétro avec une pincée de hip-hop. Le parolier Claude Kelly, qui est connu pour avoir écrit des tubes pour Britney Spears, pour Fantasia, pour Beyoncé, pour plein d'artistes, avait fait une fois sa liste des meilleurs albums R&B des années 2000 et j'ai toujours pensé que sa description de All I Have était une des meilleures. Il va dire: Rich Harrison est un génie pour ça. Si vous aimez Crazy in Love de Beyoncé, cet album en est le catalyseur. Il a le pur son de la côte Est qui a fait de Mary J. Blige ce qu'elle est, avec les arrangements vocaux de Brandy, et malgré tout ça, il reste unique en son genre. All I Have. Et c'est exactement là que ça va devenir hyper intéressant. C'est-à-dire que Emery franchit la barre des 500 000. Elle est adulée par la critique. Tous les musiciens se disent mais c'est un truc de ouf ce qu'elle a réussi à faire. Et surtout, c'est qui le producteur derrière? Un jour d'ailleurs, les Destiny Child, toutes les trois sont en voiture. Elles écoutent Emery. Elles sont en kiff de ouf. Jay-Z lui-même tombe sur l'album. Il se dit Jésus, Marie-Joseph. I know Jay really liked my album. Cette affection crée de l'intérêt, de l'envie, et bien sûr, les autres chanteuses veulent aussi une part du gâteau. Donc on appelle Rich Harrison et on lui dit: frère, ce que tu as fait là avec Emery, c'est pas mal, c'est bien, tout le monde en veut, mais il faut que tu le rendes un peu plus pop et accessible. Mais on aime, hein, il faut juste que tu mettes un peu plus de sucre dedans. Mais on kiffe. La personne qui appelle, c'est bien sûr Matthew Knowles. Il a ses petites protégées qui adorent Emery et il veut qu'elles aient ce son-là. La première qui va l'incarner, c'est bien sûr Kelly Rowland avec le fameux Can't Nobody. Et dans cette vidéo qui va être très vocale, vous savez comment Kelly chante d'habitude. Regardez comment ses placements sont très aigus dans la chanson. Beaucoup moins graves que d'habitude, où elle est plus brandy. Pourquoi? Parce que ça vous rappelle Emery. La manière dont elle posait était très inspirée de la manière de poser d'Emery. Et malheureusement, comme Kelly est un peu poisseuse, et surtout Matthew Knowles s'est lui-même sciemment plus ou moins planté sur le lancement de Kelly Rowland, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Bref, c'est un petit succès, mais ça ne prend pas le ouf chez Kelly. De l'autre côté, le lancement de Beyoncé après tout ce qu'elle a fait dans les Destiny Child, en montrant que vraiment je suis la queen et tout, son lancement un peu mitigé. Les gens se disent mais attends, est-ce qu'elle ne peut pas flopper là? La chanson est pourtant excellente, très rétro avec Pharrell Williams, ça s'appelle Walk It Out. Mais ça ne prend pas. Et Matthew Knowles se sent un peu piégé dans cette période-là. Il retourne vers Rich Harrison parce que ce son gogo l'intéresse. Mais il faut que ce soit plus hip-hop. Il faut que ce soit à la fois un peu moderne, à la fois un peu rétro. Il y aura Jay-Z sur la chanson. Jay-Z qui adorait déjà l'album de lui. Il passe commande. Il y a des détails que j'expliquerai dans une vidéo sur Beyoncé. Et c'est donc comme ça que va naître le fameux Crazy in Love. Puis j'ai acheté tout de Rich Harrison. Pas besoin de vous dire ce qu'est Crazy in Love, c'est une des chansons les plus importantes des années 2000. Vous retrouvez ce style go-go sound, et même s'il n'était pas encore hyper développé sur le premier album d'Emery, toutes les ficelles y sont déjà en fait. D'ailleurs, quand vous écoutez la chanson Got to Be There, vous avez déjà ce son là, et c'est pour ça que j'avais trouvé très intéressant la manière dont Claude Kelly l'avait présenté en disant: si vous aimez Crazy in Love,
All I Have en est le catalyseur et c'est reconnu par la plupart des songwriters et des producteurs du game en fait. Candy Burris de Escape faisait encore un live récemment en reconnaissant tout à fait que le son que va incarner Beyoncé au tout début venait clairement de ce que Emery avait apporté, sauf qu'il était bien plus pop, bien plus accessible et qu'elle a incarné avec déjà une plus grosse base fan. Remember the song that she had did for the art over and then went and did this. Yeah. This is so deep. You will remember That was on the that era, you know those songs, because that was right after they was on the same label. What's her name? Hey Marie had the same producer. Not me whispering. And they got that producer to also work with Beyonce. Whatever. Le titre cartonne et là d'un coup, beaucoup de chanteuses, notamment une, commencent à regarder en mode attends mais qu'est-ce qui se passe là-bas en fait. J'aime bien Washington DC en fait, ce son de Washington DC là, j'aime beaucoup. J'aime bien. Du coup, elle appelle le label, parce qu'elles sont toutes en réalité sur le même label chez Sony. Elle appelle le label et elle leur dit, il faut absolument, je dis bien absolument, qu'on me trouve un son de ce genre-là. C'est J-Lo. Au moment où elle veut le son de Rich Harrison, elle est même plus forte que Beyoncé sur la scène. Elle sort d'un album à 12 millions. C'est-à-dire que quand elle demande quelque chose, même si tu dois faire les backgrounds pour elle et laisser ta voix, vous savez, tu fais. Because c'est J-Lo. Donc Sony se dit que c'est son produit qui a les clients les plus fidèles et il veut donc réserver la part du gâteau pour elle. Rich Harrison continue de produire, il produit plein de chansons et un jour il va produire un titre qui fait... Il est en studio avec Emery, elle écrit la chanson et tout, elle kiffe, elle dit putain ça c'est un vrai son pour moi, je vais l'incarner, je vais faire des performances dessus. Elle commence à regarder Diana Ross, elle s'entraîne et après elle va voir le label et elle frappe donc notamment à la porte de Matthew Knowles. Matthew Knowles écoute et lui dit non. Elle demande mais pourquoi tu ne veux pas? On trouve que c'est trop éloigné du son de tes débuts, ça ne va pas passer en radio, reste un peu dans ta niche là, ne va pas plus loin que ça. Emery ne comprend pas, elle dit mais non, moi je veux sortir la chanson. Matthew Knowles dit non, on n'y croit pas. Travaille sur quelque chose moins mainstream, plus en accord avec ce que tu faisais au début, là ça va passer plus facilement en radio. Là il y a trop de choses, la chanson est trop bruyante, ça me fait même mal à la tête. On abandonne. La fille est frustrée, tellement frustrée qu'elle va vers Rich Harrison et elle lui dit regarde ce que j'ai fait. Mais le label ne veut pas me soutenir, les deux sont vraiment méchants. Et ils se disent tous les deux, tu sais quoi, perdu pour perdu, même s'ils ne soutiennent pas, balançons la chanson sur des mixtapes, les gens vont écouter. Et s'ils aiment, tant mieux. S'ils n'aiment pas, au moins, ils l'auront écouté. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont balancer One Thing sur des mixtapes. Et comme les DJ vont kiffer la chanson, ils vont l'adorer, ils vont se mettre à la surdiffuser. Bah, le label va l'appeler en lui disant oui, viens faire le clip, Et elle va donc pondre ce fameux clip avec ce fameux walk. Parce que la manière dont elle marche, toute une génération le connaît en fait. Bien sûr, One Thing va connaître un carton mondial. On va avoir aussi le fameux remix avec EVE. Mais bien sûr, comme vous l'imaginez, c'est une situation qui reste très compliquée pour le label. Parce qu'il y a une dame qui regarde avec son regard noir. Son regard est noir. Elle se dit, attendez, je vous avais demandé de me réserver cette chanson. Vous ne l'avez pas fait. Moi aussi, je veux Go-Go Sound. Moi aussi, je suis crazy in love. Vous voyez pas ce que je fais avec Ben Affleck? Je veux le son de Rich Harrison. Et comme One Thing lui a été promise et qu'en réalité, Emery a poussé d'elle-même et que la chanson s'est retrouvée être un succès sans leur aval, ils sont mal à l'aise et retournent vers Rich Harrison en lui demandant est-ce que t'as pas une autre chanson? Parce qu'elle est vraiment pas contente. En plus, c'était réservé plus ou moins pour elle. Et Rich se sent mal à l'aise. Il a une autre chanson. Sauf que cette chanson qu'il a déjà été donnée à un autre artiste. Usher. Oui, vous le savez si vous avez vu la vidéo sur sa carrière, il s'agit de Right. Raymond aussi voulait Go-Go Sound. Il avait déjà réservé son Go-Go Sound pour son album Confession. Et à la dernière minute, alors que la chanson était prévue pour l'album d'Usher, Rich Harrison va céder et bien sûr, Jennifer Lopez va avoir son fameux. Usher va s'énerver, il va se plaindre dans les médias. Mais en réalité, c'est Rich Harrison qui l'a abandonné parce que c'est Rich Harrison qui donne la chanson à Jennifer Lopez. Et Jennifer Lopez, de son côté, va se dire tube, j'ai mon Go-Go Sound, toi tu n'as pas. Et donc là, en l'espace de 3 ans, le son avec lequel Emery va être porté va devenir le son mainstream porté par deux des plus grosses pop stars R&B hip-hop
déjà totalement assise, c'est-à-dire qu'elle va se battre avec des mastodontes sur la scène qui vont reprendre des ingrédients qu'elle avait façonnés elle-même. Et il semblait en plus qu'elle s'était préparée à ça, c'est-à-dire que bien sûr qu'elle avait montré un petit talent de performeuse au tout début, mais dans la défense du Cheat One Thing, quand elle arrive sur scène, on voit qu'il y a un talent de performeuse à développer en fait, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore parfaite, mais elle a bien regardé Beyoncé, elle a bien regardé Tina Turner, elle a beaucoup regardé Diana Ross parce que justement c'est un peu la différence, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus sensuelle dans sa manière de performer, mais on voit que les inspirations sont les mêmes et qu'elle se dit il est temps de level up. Cette impulsion de revenir à cette époque-là, à ce son très gogo soul des années 60-70, touche toute la scène. On voit une réelle bataille médiatique autour de ça et bizarrement, c'est à ce moment précis que Columbia va dire à Emery, pour ton second single, on n'est pas tout à fait sûr que je devrais continuer vers ça en fait. Elle va leur dire, mais pourquoi? Non, on n'est pas sûr. Je pense que tu devrais aller vers quelque chose de plus safe pour nous. Ou alors de plus mainstream, vu que tu vas être plus mainstream. Bah on veut que tu sois plus mainstream sur le second single. Fais du Crunk & B en fait, va vers Lil Jon. Et elle va donc sortir le fameux Touch. Alors, comment vous dire? Dans l'histoire du R&B, j'en connais beaucoup. Pour moi, c'est une des erreurs les plus mémorables. Alors, soit c'est une erreur mémorable, soit c'est un sabotage organisé. C'est-à-dire que tu ne peux pas incarner un son, voir que ce son devient mainstream avec un son beaucoup plus pop, sans toi et porté par les plus grosses pop stars de la planète, c'est-à-dire qu'elles sont en train d'arriver sur le territoire. Tu te bats, tu te dis putain, il faut vraiment que je développe mon game. Tu commences à devenir une performeuse et je vous dis, regardez Emery sur One Thing dans plusieurs cérémonies, notamment au Energy Music Awards, vous allez vous dire wow, par rapport à plein de chanteuses ou à des Brandy et des Monica, vous voyez qu'elle a un vrai talent de performeuse qu'elle peut améliorer sur le long terme. C'est-à-dire que toutes les pop stars vont vers toi, même. Et ça c'était hyper intéressant, à savoir la madre Janet Jackson, parce que oui, Janet c'est une identité sonore, c'est Jimmy Jam et Terry Lewis, il faut vraiment l'entendre, l'ancrer. Elle a vraiment son identité sonore très précise et elle n'en change que très peu, sauf un peu justement à ce moment là, c'est à dire que dans toute cette bataille entre 2003, 2004 et 2005, elle aussi elle était là, c'est à dire qu'elle a appelé Rich Harrison pour lui dire que le truc que tu fais là, les nanana, je kiffe en fait, l'album d'Emery là, All I Have, j'adore. Il me faut pas mal de titres comme ça. Et il va donc lui envoyer certaines chansons comme celle-ci. Et là, vous connaissez tout de suite. Parce que vous connaissez comment Janet pose. La manière dont elle pose là, c'est Emery. Le seul truc, c'est qu'apparemment, quand Janet Jackson va voir que même Jennifer Lopez et toutes les autres sont là, elle va fuir. Elle va dire qu'elle ne va pas sortir les chansons officiellement. Donc les titres ne seront plus exploités officiellement par Janet. Et ils vont rester des unreleased, à savoir des chansons qui ne sortiront jamais. Mais c'est pour vous dire que dans l'idée quand même, au-delà de tous les autres artistes du game, Emery va quand même faire en sorte que Beyoncé et Jennifer Lopez le fassent factuellement. Mais que même Usher et Janet Jackson aient envie de converger vers son son à elle. C'est ouf. Au lieu de ça, ils vont avoir l'extrême mauvaise idée de lui faire changer de créneau, c'est-à-dire qu'ils vont la renvoyer vers le Crunk & B sur le second single avec Ciara. Bien sûr, vous l'imaginez, Touch va être un flop monumental pour elle après le succès de One Thing et il va complètement bloquer l'air et c'est de là que viennent certaines accusations de sabotage, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça et ils n'avaient rien pour se rattraper derrière. Il y avait la chanson Talking About qui était vraiment du pur Rich Harrison et du pur Emery qui était prévu en 3e single. C'est d'ailleurs la chanson préférée de Hathaway qui aurait dû sortir mais ils l'ont annulée. Et en fait, en réalité, pour moi, tout s'est joué là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas prévu qu'elle soit aussi grosse avec One Thing. Ils n'avaient pas prévu d'en faire quelque chose d'hyper pop et populaire. Elle était censée rester plus ou moins dans ce créneau R&B, pop soul. Quand elle insiste pour y aller, ils n'ont pas le backup derrière. Ils ne croient pas énormément en elle. Après, sur le second single, ils l'envoient vers le crunk. Donc, elle se foire totalement. L'album va faire 500 000 ventes. Mais en réalité, 500 000 ventes, c'est l'équivalent en un peu moins bien que ce qu'elle avait vendu sur son premier album. C'est-à-dire que l'album le plus vendu d'Emery reste toujours son premier album. Or, sur le premier album, il n'y avait pas le super hit One Thing en fait. Ça veut dire que sur le second, elle n'a pas réussi chez beaucoup à impulser cette créativité et à montrer que ce son était d'abord le mien auprès du grand public. Et le label, entre autres, Matthew Knowles, ne l'a clairement pas aidé en cela. Et pourquoi justement beaucoup de gens pointent du doigt Matthew Knowles? C'est parce que quand ce fameux album Touch d'Emery
va flopper. Elle va commencer à avoir un peu la rage, avec raison d'ailleurs, parce qu'elle va se dire que j'ai eu un gros hit One Thing, effectivement Touch a floppé, mais ils m'ont même pas laissé avoir un troisième single à succès. Ils n'ont pas vraiment laissé qu'on développe l'album et donc cette identité. Mais de l'autre côté, comme ça a marché pour les autres pop stars, mais elles adorent le go-go sound. D'un coup, elles sont toutes fans de Rich Harrison, principalement Beyoncé, et c'est d'ailleurs lui qui va être un des artisans du second album de Beyoncé, à savoir B-Day. Je dis souvent que cet album est un peu un album hommage à Emery. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on va retrouver toutes les influences que Emery défendait dans ce disque-là, y compris dans les chansons qui n'étaient pas produites par Pharrell Williams. Certains vont vous dire qu'elle s'inspire de Beyoncé au niveau des visuels, que quand vous regardez Upgrade You, le clip de Upgrade You, les scènes de Beyoncé avec les hommes, c'est les mêmes scènes que Emery dans One Thing avec les femmes. Que c'est très similaire au niveau du visuel, mais en réalité ça ne se joue pas exactement là pour moi, parce que je pense aussi que Emery a regardé Beyoncé, elle s'est dit sur certains trucs, faudrait aussi que je m'inspire de China et de Diana Ross comme elle le fait. L'influence se fait plus musicalement, y compris sur les chansons donc de Rich Harrison qui produit plusieurs titres. Vous reconnaissez bien sûr cette patte qu'il a concoctée autour d'Emery, mais même sur les chansons justement qui ne sont pas produites par Rich Harrison, et l'une des plus célèbres c'est bien sûr Green Light. Green Light pour moi est aussi un espèce de mystère, parce que c'est une des seules fois où j'ai vu les Neptunes qui avait un son bien particulier, copier un autre son. C'est-à-dire que quand vous connaissez le son des Neptunes et vous écoutez Green Light de Beyoncé, ça sonne exactement comme du Rich Harrison pour du Emery. Même dans la manière dont Beyoncé dit « Go, go ». On a l'impression d'entendre Emery. Et toute l'air, si vous en souvenez, est dans cette mouvance-là, dans la manière de dire « je retourne vers quelque chose de très rétro ». Bien sûr, elle l'incarne aussi à sa manière. Il y a quelque chose de très hip-hop dans son phrasé, dans son parler. Mais l'impulsion venait toujours de base de ce qu'Emery avait créé et qui avait très bien marché pour elle sur Crazy in Love et dans une seconde mesure pour J-Lo. Emery, de son côté, se sent un peu lésée, d'autant plus qu'elle n'est pas la priorité du label. Elle va sortir une mixtape qui s'appelle Because I Love It. Et dans un des titres de la mixtape, elle va se lâcher et rappeler que je vois que vous me volez en fait. Je vois que vous êtes en train de me mordre de partout pour faire ces cartons-là. It's obvious to see chicas try to fight it, but they can't come my delivery. My style, my aggression on the track. When your chick En plus, dans la même période, il va y avoir la rupture artistique avec Rich Harrison. C'est-à-dire que l'homme qui était plus ou moins à l'origine du son va partir de son côté avec les Beyoncé et les autres grosses pop stars. Donc elle se retrouve plus ou moins seule, mais elle ne va pas se décourager. Elle va se dire, je vais aller dans un son plus 80s cette fois-ci. Elle va dire au label, mes influences seront plus années 80. Ils vont la regarder en mode what the fuck. Mais bon, si tu veux le faire, fais-le. Et le premier single était dans la chanson qui avait effectivement ce petit truc un peu gogo, mais plus 80s cette fois-ci, à savoir Take Control. Le titre va avoir un bel accueil en UK, mais aux États-Unis, il va être un flop monumental, et c'est à partir de là que la carrière d'Emery va prendre un autre tournant. C'est-à-dire que je pense toujours que les planètes étaient alignées pour qu'elle essaye quelque chose en 2005. Le timing. Mais ça ne s'est pas fait. En 2006, quand elle commence à flopper aux États-Unis avec Take Control, le label qui était déjà pas hyper engagé, Matthew Knowles-Ki la trouvait déjà un peu trop dérangeante. Elle veut toujours prendre ses décisions. Elle trouve toujours qu'il faut aller plus vite et ce genre de choses. Alors que chez Sony, ils ont leurs valeurs sûres, à savoir Jennifer Lopez et Beyoncé. Bah, ils vont être beaucoup moins engagés à investir sur elle. Et c'est pour ça qu'elle va avoir une promo minimaliste et d'ailleurs très longue. Et le second single était la chanson Gotta Walk, où elle revenait vraiment sur le son très Rich Harrison, très 70s. Mais malheureusement pour elle, il n'y a pas grand chose à rattraper à ce moment-là. Il n'y a plus le même engouement qu'il y avait au moment de consolider sa carrière. Le label américain de son côté ne suit pas, vu que les premiers chiffres sont mauvais. Et c'est tellement dur qu'il va y avoir un truc de ouf, à savoir que l'album va sortir d'abord en UK avec une promo minimaliste. Et il ne va même pas, son troisième album, sortir tout de suite aux États-Unis. I mean, we put the song out ourselves. We just kind of got the DJ list together and put it out. Emery vit donc une sorte de drame parce qu'elle voit donc son troisième album
ne pas sortir sur son marché principal et quasiment flopper sur tous les autres marchés avec un tout petit budget. Mais de l'autre côté, l'autre personne qui avait bénéficié du Go-Go Sound chez Sony s'est dit « Faut que je continue dans cette optique ». Quand Jennifer Lopez revient avec l'album Brave, parce qu'elle fait vraiment des cours de chant pendant l'album en espagnol qui est pour moi son meilleur, à savoir Como Ama Una Mujer, c'est là qu'elle apprend vraiment à chanter et à développer sa manière de poser. Et elle le fait parce qu'il faut souvent pousser les vocals pour être crédible sur le Go-Go Sound un peu soul, un peu 70s. Vous le retrouvez dans plusieurs titres de l'album de 2007 dans le fameux single Hold It, Don't Drop It. On retrouve cette patte d'Emery et même dans plusieurs titres de l'album. Et la chose qui les trahit, c'est que Emery a effectivement un timbre particulier qui tend beaucoup vers les aigus. Et elles ne l'ont pas forcément de façon naturelle. Et vous allez voir que sur leur titre Go-Go là, ce qui fait qu'on reconnaît Emery, qu'elles ont toutes vers ce truc un peu aigu, même sur Stay Together. Na 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 na. Sur le coup, elle va réussir à se relancer et à signer chez Def Jam Records pour son dernier album qui sera In Love and War. Et sur le premier single en 2009, elle va faire un retour très R&B, hyper 90s, qui aurait très bien pu se trouver sur son premier album parce que c'est ça qui est intéressant chez elle, c'est que même quand il ne va pas y avoir la patte de Rich Harrison, on va quand même reconnaître cet amour qu'elle a pour toute cette imagerie et pour tout ce son de cette époque-là. Sauf que ça a beaucoup moins bien marché en 2009 parce qu'elle n'a pas de véritable assise musicale. Et sur le second single où elle va aller vers quelque chose de plus punchy, Heard Them All, on va avoir l'impression pour le coup que c'est un titre de Beyoncé. Le disque va avoir une promo assez calamiteuse et très rapidement, alors qu'elle était venue par les mains notre tonton Ellery, ils vont se séparer de manière assez drastique et c'est à partir de là que d'une certaine façon on va perdre Emery. Oui, à partir de là, la Emery qu'on connaît va mourir pour donner place à Emery. Pourquoi? Parce qu'elle va rajouter un second I à son nom. Il va falloir l'écrire Emery comme elle l'écrivait avant, mais avec un second I. Pourquoi? Pour l'énergie, le chakra et ce genre de choses. Elle va commencer à faire des sons un peu plus électro, des ondes de flurry par-ci par-là. Elle a quand même un certain recul au niveau des productions, mais elle va se lancer dans cette vague-là. Pour des projets qui s'appelaient Cinematica, ils vont quasiment, vous vous en doutez, tous flopper parce qu'en plus de ne pas avoir une immense assise sur le R&B, ça c'était encore pire de la voir se reconvertir. Il n'y avait quasiment aucun public pour ça. Et derrière, il va y avoir des polémiques autour de son nom et de son mariage. À savoir que Emery est mariée avec un ancien A&R de l'industrie du disque. C'est quelqu'un qui a été le manager de plusieurs artistes, notamment de Nas. Et pendant quelques années, on va l'accuser d'être la personne qui blacklist la carrière d'Emery. C'est-à-dire qu'il aurait commis des malversations avec plusieurs artistes et notamment avec Def Jam. Et comme il a commis ces malversations, il était lui blacklisté du game et comme sa femme le suivait, fatalement elle aussi était blacklistée du game. Et c'est vrai que pendant très longtemps, malgré le fait que Emery n'était pas un super gros nom aux États-Unis, elle avait quand même eu 2 albums disques d'or, elle avait quand même un tube connu de tout le monde. Elle faisait aucune prestation, on la voyait jamais à la télé. Alors elle a expliqué qu'elle ne voulait pas faire de télé-réalité, ce qu'on comprend et qui n'a aucun rapport avec sa personnalité, mais on la voyait nulle part ailleurs. Elle faisait quasiment aucune prestation aux États-Unis, quelques fois à Londres parce que c'était l'un de ses marchés, mais elle avait un peu disparu de la scène et certains pensaient que c'était parce que comme son mari avait été blacklisté, elle aussi a été blacklistée. Cette rumeur a duré longtemps, il y a eu pas mal d'articles dessus et en 2015 quand elle a fait son retour sur la scène, elle a totalement démenti. Now, you know, some people say it was your relationship because you got married. So you got your yeah. manager. Young. You say your manager ruined your career. and they said it was your manager who was also exec might have ruined your career. I know you heard that before. No, I never. Elle a expliqué qu'en réalité, il l'avait aidé dans pas mal de plans de sa carrière, dans pas mal de choix de collaboration et que même pour One Thing, c'est lui qui avait un peu poussé derrière pour que ça se fasse comme ça s'est passé. Il faut savoir qu'ils sont toujours mariés, qu'il est toujours son manager, ce qui fait en sorte que beaucoup de fans continuent de se dire qu'il y a forcément Guy sous roche et qu'elle couvre un peu son mari. Mais elle est totalement indépendante, elle sort de la musique exactement comme elle veut. Et en 2015, quand ses fans l'ont vu revenir, ils ont demandé, exigé, supplié pour l'écouter à nouveau avec Rich Harrison. La chanson s'appelait Out Loud et vous allez retrouver The Go-Go Sound. Vraiment quelque chose qui soigne le roots et ça faisait plaisir de la retrouver sur cette EP Drive. D'ailleurs, on retrouve aussi un featuring avec Fabulous. C'est pas exactement la même saveur que ses 2 premiers albums, mais c'est un projet assez abouti qu'elle a fait totalement pour les fans. Il n'y avait aucun clip et 2 ans après, elle est revenue avec 2 EP. L'un pour le matin fort et M. Yoland qui était lancé par la chanson Curious. Et en fait, sur cette EP là, elle a testé pas mal d'autotune. C'est très bizarre de l'entendre sur l'autotune comme les autres chanteuses, mais en fait, vous reconnaissez quand même sa mélodie de chant dans la manière dont elle pose. Mais même moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal avec les 2 premiers EP, surtout le second After 4 AM, mais j'ai fini par me faire à la première partie de l'album.
On lui a aussi posé la question de savoir si Beyoncé pour elle avait volé son son, et elle a répondu que pas du tout et que les artistes s'inspiraient les uns des autres au fil des années. Ce que je pense être sa pensée profonde après coup, c'est-à-dire que pendant l'époque où ça buzzait, dans la mixtape Because I Love It, elle était très virulente, pas simplement avec Beyoncé, avec Jennifer Lopez et toutes les autres, parce qu'on voyait bien qu'elle se sentait plus ou moins mal à l'aise. But you can't buy my sound, can't my flow, can't bag my swag, no. Et que le label bien sûr ne l'aidait pas parce qu'il n'avait pas prévu qu'elle devienne ce qu'elle est devenue en fait. Parce qu'il y a une question fatidique et c'est pour ça que je vais faire 2 vidéos sur Emery. C'est qu'en réalité, est-ce que, et je vous pose la question parce que vous allez comprendre pourquoi dans la seconde partie, j'ai une théorie qui peut durer 1 heure. Est-ce qu'en réalité on n'aurait pas dû effectivement laisser Jennifer Lopez avec cette chanson et laisser Emery construire un son peut-être plus underground sur le long terme? C'est une question que je vais vous poser, à laquelle vous devez réfléchir parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Mais il faut savoir si vous aimez beaucoup Emery, qu'elle a sa chaîne YouTube exactement comme moi j'ai envie de dire. Elle est youtubeuse et elle est extrêmement passionnée par ce qu'elle fait. Elle lit énormément de livres. Ça m'est arrivé de regarder des fois des vidéos d'elle, je me suis dit putain c'est un truc de ouf que cette fille elle ait l'humilité de s'asseoir parce qu'elle est magnifique. Elle a l'humilité de s'asseoir comme ça et de raconter, de parler des livres, de raconter ses lectures. Enfin, elle est vraiment totalement habitée par ce qu'elle fait et ça fait plaisir à voir en fait. Donc si vous êtes passionné de livres, si vous voulez savoir à peu près quoi lire, comment lire, et si vous lisez en anglais, ou peut-être même en français, si vous comprenez l'anglais et le français, allez sur sa chaîne YouTube. Franchement, ça peut paraître drôle comme ça, mais franchement elle fait un super bon taf et elle a expliqué que pendant longtemps, elle voulait parler de livres. Et comme elle avait personne avec qui parler de livres parce que les gens autour d'elle ne lisent pas autant qu'elle, bah elle a lancé ce book club avec lequel elle s'épanouit totalement. Et comme pendant le confinement, on a beaucoup tapé à sa porte pour lui demander « Emery, on veut de la musique, Emery, on veut de la musique », elle a promis que là, elle entre en studio. Et que son but, c'est de faire un album qui va régénérer le son des 2 premiers albums. Yeah, new music is definitely on the way, you guys. But I'm just starting. I'm just in the process. So it's early, but it's definitely what I'm feeling is first album, second album vibes. Elle pense aussi à faire une tournée pour les 20 ans de All I Have et moi je suis déjà comme un ouf et je vous expliquerai, j'ai une histoire particulière avec cet album parce que en réalité je l'avais reçu, je vous ai dit je vis encore au Cameroun à l'époque, mon père avait acheté plusieurs CD, il est rentré, il a mis les CD, il y avait cet album de Emery et au début j'étais en mode what the fuck is that shit. J'ai mis ça de côté en fait, peut-être pendant 2 semaines. L'album était là, je l'avais pas écouté. Et en fait, le jour où je l'ai écouté, je me suis dit wow. Et ce qui est intéressant, c'est que plus les années passent, plus je trouve qu'il vieillit bien, qu'il y a plein de choses à analyser. Et sur la manière dont les chansons sont structurées. Et surtout les influences qu'ils essaient de fourrer dans le disque. C'est vraiment un catalyseur. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un des albums de R&B les plus importants. J'ai pas dit que c'est le plus important. J'ai dit que c'est un des albums les plus importants des années 2000. Et je les décortiquerai sans aucun doute pour vous dans une seconde partie sur la carrière d'Emery. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous connaissez déjà ma première question. Est-ce que vous auriez sorti One Thing pour Emery ou est-ce que vous ne l'auriez pas fait? Est-ce que vous pensez qu'elle était victime d'un sabotage de la part des équipes de Sony Music et donc de Matthew Knowles qui était le directeur de la section urbaine, ou est-ce que vous pensez qu'elle n'a pas été victime de sabotage, notamment avec l'annulation de son 3e album Because I Love It, parce qu'elle sort quand même de 2 disques d'or, un 3e album qui est annulé et qui ne sort que 1 an plus tard en digital quand elle est déjà virée du label aux États-Unis. C'est vraiment le strict du minimum du soutien si ce n'est pas autre chose. Pour la question aussi de savoir si Touch aurait dû être le fameux second single, je pense que c'est une question qui va passionner tous les fans, les vrais fans là, de R&B jusqu'à la fin de nos jours. Je pense vraiment que moi, des fois, je dors, je me réveille en sursaut. Emery a sorti un second single Touch. C'est ça en fait qui me réveille, je dis putain, je ne comprends toujours pas. Et au début je pensais que j'étais fou, mais je me suis rendu compte qu'il y a plein d'artistes R&B qui des fois partent de leur carrière et ils arrivent chez Emery et ils se disent aussi que mais comment ils ont fait pour Touch? C'est à dire que même Bobby Valentino dont la carrière n'est pas dingue se pose la question de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour que cette fille construise un son. Au moment où elle peut l'incarner, on l'envoie directement vers quelque chose qu'elle ne peut pas incarner. Like Anne-Marie, for example, I was talking about this with somebody the other day. Anne-Marie, dope, had her own sound. Everything, right? Yep. Lil Jon was hot. Oh, Anne-Marie, we need you to work with Lil Jon. Oh, yeah. Like, why? Yeah, she is already who she is. She has created her own style and sound that nobody can do. Mm-hmm. Now you're taking her into the same lane as everybody else at this moment, which doesn't make you special anymore. Ça reste un truc de ouf pour moi. Que pensez-vous de la carrière d'Emery? Moi, je vous ai donné la métaphore d'un de mes meilleurs amis et je trouve toujours qu'elle est parfaite. C'est-à-dire que la serpillère qu'on les sort, qu'on tord bien et qu'on a fini de tordre et les autres continuent. Parce que vous aurez aussi remarqué que quand elle va partir
et le Go-Go Sound va commencer à moins marcher, elles vont tout abandonner ça, alors que Emery, malgré tout, garde toujours cette patte-là, parce que elle, c'est son identité. Et d'ailleurs, là, comme elle annonce, elle va revenir très certainement à ça sur son album qui arrive, alors que les autres, elles en ont absolument pas besoin. Elles étaient dans la tendance en se disant chacun se cherche, mais moi je trouve. Bref, dites-moi ce que vous pensez d'Emery, quelle est votre chanson préférée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au Tipeee. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.